Bonjour Christian, aujourd'hui j'aimerais que nous parlions d'aïkido et de ton parcours en tant que pratiquant, mais aussi comme encadrant. En effet, tu es allé enseigner en Russie et particulièrement dans la région de la Sibérie. Mais tu es également le président de l'Association internationale d'aïkido traditionnel du Japon, l'AIATJ. Nous aborderons ensemble cet aspect. Si tu veux bien, nous pouvons commencer. Avec plaisir. Peux-tu nous parler de ton parcours en aïkido? Alors, mon parcours en aïkido. Déjà, j'ai commencé l'aïkido en 1986, au mois de janvier, et pour l'anecdote, j'ai commencé l'aïkido un peu par hasard. Enfin, même pas un peu, complètement par hasard. En effet, j'étais avec mon épouse de l'époque et nous voulions pratiquer une activité sportive ensemble. Et on s'est dit, pourquoi pas les arts martiaux? Et j'habitais dans le quartier du 11e arrondissement, près de la Bastille. Et le centre sportif le plus proche, c'était celui de la Cour des Lions. Et comme activité sportive, j'avais vu Viet Vo Dao. Je me dit, oh tiens, pourquoi pas Viet Vo Dao? Et en consultant les horaires et tout ça, on avait décidé d'aller voir un cours. Et nous nous sommes trompés. Et nous sommes arrivés 1 heure en avance. Et avant le cours de Viet Vo Dao, il y avait un cours d'aïkido. Nous étions là, on a regardé le cours, le professeur était venu nous voir, avait discuté, on avait échangé un petit peu et tout, et puis voilà, merci monsieur, au revoir. Et puis, après on a regardé le cours de Viet Vo Dao. Et en fait, le hasard a fait que ça m'a permis de comparer un peu l'ambiance qui régnait sur le tatami entre ces deux cours. Je tiens à préciser que le cours de Viet Vo Dao, le professeur était excellent, c'était vraiment un très très haut niveau d'enseignement. Et en fait, je me suis senti un peu plus à l'aise avec l'ambiance de l'aïkido. Et donc, on a dit, ok, on va aller faire de l'aïkido. Et donc, on a commencé comme ça, comme une activité, j'allais dire, sportive. Et bon, ça me plaisait, ça allait et tout. Et à l'époque, Gérard, donc le professeur, c'était Gérard Blaise. Et donc, j'ai commencé donc directement avec lui. Et à l'époque, il avait un cours le vendredi soir à Boulogne. Et un soir, je suis allé à ce cours-là. Et je me souviens très très bien, c'est une image encore très forte et présente dans mon esprit. À un moment donné, moi j'avais donc, je sais pas, peut-être un an et demi de pratique. Et je me souviens qu'il me demande de vraiment l'attaquer avec beaucoup d'intention. Et pour l'anecdote, je me suis dit, oh, toi, le petit bonhomme, là, je vais te coller contre le mur et tout. Et donc j'y suis allé vraiment avec beaucoup de sincérité, beaucoup d'engagement. Et je me suis retrouvé par terre, sans comprendre ce qui m'arrivait. Il ne m'avait pas touché. Et j'ai eu un sentiment quand même très agréable par terre. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et en fait, ça a été un déclic, cette expérience, ce vécu que j'ai reçu, a été pour moi un déclic qui m'a fait comprendre que je voulais faire ça. Et à ce moment-là, je me suis dit, je veux étudier l'aïkido, je veux m'investir dans l'aïkido pour qu'un jour, moi, je sois capable de faire la même chose. Et donc, ça a été le fait déclencheur. Et donc, après, le parcours en aïkido, j'allais dire, il n'a rien de très original. C'est-à-dire que pendant des années et des années, j'allais m'entraîner 3 fois par semaine au Club Lafayette, puisqu'entre-temps, l'association avait eu accès au dojo du Club Lafayette. Et les horaires, en plus, avec mon travail, me correspondaient très bien. J'allais m'entraîner 3 fois par semaine, faire des stages. Un parcours après classique qui est juste un parcours d'entraînement et d'écoute de son professeur sur le tatami.
Donc toi, tu as resté, j'allais dire, pendant toute cette période, élève exclusif de Gérard Blaise. Absolument. Oui, je n'ai eu comme professeur que Gérard Blaise, comme, Gérard, comme professeur. Et je n'ai jamais eu l'envie ni la tentation d'aller ailleurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, la direction d'études me convenait. J'y trouvais une matière à recherche, à progrès, à toujours essayer de découvrir des choses. Alors, aussi parce que mon professeur lui-même continuait à chercher. Donc c'était intéressant à ce niveau-là. Donc parcours avec donc Gérard Blaise Sensei et tout. Et naturellement, tu as rencontré et accompagné Sensei Kisuchi lorsqu'il venait en France, mais aussi en Europe. Et je crois même que tu es allé également étudier au Japon, dans son dojo. Peux-tu nous parler un petit peu de cette époque? Alors, c'est une époque qui est surtout liée au fait que j'étais devenu président de l'association française d'aïkido à l'époque, qui est devenue AFA-TJ, puis AIA-TJ par la suite. Et c'était donc en fait en tant que président de l'association que voilà, j'ai participé à ça. Et donc, alors, pour moi, mon rôle, c'était participer. C'est-à-dire que mon objectif, il était très clair, c'est que Gérard puisse se consacrer exclusivement à son sensei, être auprès de lui, comme il le souhaitait, comme il le devait, et donc être débarrassé de tout le reste. Ouais, c'est ça. Faciliter la rencontre et l'échange. C'est-à-dire que tous les problèmes d'organisation, réserver les billets d'avion, trouver un appartement pour pouvoir héberger Kisuchi Sensei, trouver les salles, etc. Tout ça devait être quelque chose dont Gérard ne devait pas s'occuper pour pouvoir se consacrer exclusivement à ça. Et donc en fait, mon rôle, c'était celui-là. Et pas plus. Bon. Alors, d'un autre côté, l'avantage que j'ai eu avec cela aussi, c'est que ça m'a permis effectivement d'être aussi assez proche, d'avoir une proximité avec Kisuchi Sensei, puisque effectivement, pendant les stages, le midi, on mangeait avec lui, le soir, on mangeait avec lui, on participait un peu pendant cette période aux activités pendant les stages, parce que le reste de la semaine, je travaillais. Donc, mais bon, j'essayais de me libérer quand même aussi pour pouvoir un peu, si je puis dire, profiter, entre guillemets, de cette chance pour ça. Et puis donc, effectivement, assez naturellement, je suis allé au Japon. J'y suis allé donc en 2001. Avec comme objectif d'aller à Shingu, au dojo de Kisuchi, pour pratiquer. D'être proche de lui dans la pratique, dans l'accompagnement de tous les jours et tout, t'a permis peut-être aussi de pouvoir profiter d'une manière un peu différente de pratiquant lambda, de son enseignement, au moment où tu étais au Japon, comment tu as été reçu. Je pense qu'il a fait quand même le rapport. Oui, peut-être, mais on avait effectivement peut-être un rapport un petit peu plus privilégié, entre guillemets, que d'autres personnes. Maintenant, tu sais, c'était un peu compliqué parce qu'en fait, tu connais bien le Japon, pour y être allé même plus souvent que moi. Il y a un certain nombre de règles et autres qu'il faut respecter. C'était quand même le sensei, avec ce que ça veut dire aussi au Japon. Donc, on ne pouvait pas avoir le même type de rapport avec Kisuchi Sensei
que nous pouvons avoir avec Gérard. Même si j'ai eu la chance, par contre, la chance, surtout quand il était en France, où en France, en dehors du tatami, quand on était entre nous, c'était pas le même homme. J'ai eu la chance de voir un Ikisuchi Sensei plus relax, plus tranquille et autres. Au Japon, il était dans son rôle. Et je pense que, même si effectivement j'ai eu quelques attentions, pour l'anecdote, il avait vu que j'aimais beaucoup la viande et il m'avait toujours dit, quand tu viendras au Japon, je te ferai manger steak. Et une fois, quand j'étais là-bas, il y avait eu, alors ça avait été très amusant, parce qu'il y avait eu tout un cérémonial, Ekisuchi, sa femme, on avait pris la voiture pour aller dans la galerie marchande, qui est pas très loin du dojo, où il était allé chez le boucher, il avait acheté des steaks, et après en rentrant, il avait payé très cher, ça. Et en rentrant et tout, il m'avait donné des steaks, et il dit, bon, ce soir, tu fais la cuisine. Et avec un ami qui s'appelait, enfin qui s'appelle toujours d'ailleurs, mais qui pratique plus, Régis, on avait, avec une certaine pression, je dois dire, fait cuire la viande en se disant, il nous est interdit de nous louper là, sur ce coup-là. Alors voilà, c'est des petits gestes comme ça qui sont là. Et c'était une époque aussi, 2001, où il commençait à être un peu fatigué, un peu malade. Et Gérard m'a dit, et j'ai vraiment la volonté de croire que le dernier jour où j'étais à Shingu, j'allais partir, au cours du matin, à 6h30, le sensei n'était pas là au moment de l'échauffement. Et je me souviens, pendant le Torifune, tout d'un coup, j'ai voir un kama blanc passer, et Kisuchi. Et je dis, ah ben, je vais aller chercher mon caméscope pour le filmer. Puis après, j'ai dit non. Moi-même, j'ai dit non. Profite, ce cours. C'est le dernier. Voilà. Profite pas à travers un écran, quoi. Profites-en. Et j'ai eu raison parce que c'est le dernier cours auquel d'Ikisuchi auquel j'ai pu assister. Et Gérard m'a dit que c'était un peu pour me dire au revoir qu'il était descendu. Et donc voilà, j'ai reçu ça un peu comme un cadeau. Enfin, en tout cas, j'aime à croire que c'est ça. L'histoire est belle et elle me plaît en tout cas. Donc voilà, mais j'ai envie de la garder comme ça, même si peut-être avec le temps, elle était peut-être un peu enjolivée, mais j'ai envie de la garder comme ça. Et pour moi, ça reste un souvenir profond. Et puis mon seul regret a été de ne pas pouvoir aller au funérailles d'Ikisuchi en 2004. Parce qu'en fait, j'étais en pleine reconversion professionnelle et il est mort, l'enterrement était le 2 février après, et j'avais commencé ma formation le 26 janvier. Et je ne pouvais pas, c'était impossible pour moi de pouvoir aller là-bas. Et ça reste un regret, mais bon, c'est la vie. Donc, une rencontre enrichissante pour ta pratique personnelle de l'aïkido. Oui, en tout cas, parce qu'effectivement, je ne peux pas dire qu'il m'ait donné enfin, pour moi, c'est un peu excessif de dire que j'ai étudié avec Ikisuchi Sensei. C'est pas vrai. J'ai étudié avec Gérard Blaise. Par contre, j'ai le sentiment d'avoir étudié indirectement avec Ikisuchi, parce que Gérard était dans cette direction d'études. Et que ce qui était aussi plaisant pour moi, c'est que quand je regardais Gérard, quand j'écoutais Gérard, et que quand le sensei venait et qui était un des rares sensei japonais capable de transmettre, d'expliquer, de détailler et de dire aux gens mets ta main comme ci, mets ton pied comme ça, etc. T'avances trop, t'avances pas assez, enfin d'être extrêmement précis dans son enseignement. Et ce qui était cohérent aussi, c'est que Gérard, on avait les mêmes mots. Et donc, effectivement, ça m'a par contre beaucoup apporté parce que j'ai senti aussi avec Ikisuchi des choses, de l'énergie qu'il était capable de mettre sur un tatami. J'ai dit, je te prends Jean-François à témoin, c'est que nous avons eu la chance aussi de recevoir directement des techniques de la part d'Ikisuchi Sensei. Et c'est vrai que on a senti des choses, quoi, très fortes.
Ouais, ça, tu as entièrement raison. Hein. Et voilà, moi je me souviendrai toute ma vie du jour où il m'a mis son doigt là, comme ça, là, sur mon poignet, là, juste comme ça. Et il parlait, et que moi je ne pouvais pas décoller ma main, et que j'avais l'impression ici que son doigt c'était comme une barre de métal en fusion, qui me scotchait, qui me collait à lui. Enfin, et pourtant, il n'y a pas de complaisance de ma part, parce que c'est souvent ce qu'on peut nous se reprocher quand on voit des phénomènes un peu comment dire, extraordinaires, qui est une certaine complaisance ou complicité, en tout cas, de la part de la personne. Et moi, sincèrement, il n'y en avait pas, quoi. Donc c'est pour ça qu'effectivement, ça m'a touché, mais je ne peux pas dire que c'est son enseignement, enfin l'étude que j'ai fait auprès de lui, parce que c'est pas les quelques stages et autres, c'est plutôt la proximité de la personne, ce qu'il dégageait, et les directions d'enseignement qu'il avait données et qu'il donnait en cours, que Gérard reprenait, qui effectivement nous rapproche de lui. Vous êtes allé en Europe, vous avez fait d'autres stages. Palma et la Finlande. Palma et la Finlande. Ouais. Son enseignement était pareil d'un pays à l'autre, toujours avec les mêmes exigences, avec les mêmes directions, tout ça. Je n'ai jamais entendu le sensei avoir un autre discours que celui que nous avons entendu. C'était toujours la même personne. Alors, après, est-ce qu'il donnait plus en France parce que c'était les élèves de Gérard, mais d'un autre côté, quand on allait à Palma ou quand on allait à Finlande, c'était les mêmes élèves qui venaient en France et qui l'avaient fait venir. Là, nous sommes allés. Alors, Palma, je suis allé 1 ou 2 fois, la Finlande 2 fois, une première fois une deuxième fois à Oulu, et la première fois on était allé à Kuopio. Mais donc voilà. Mais sinon, je n'ai pas entendu de discours et de façon de pratiquer différente. Les points importants, c'est que effectivement, Ikisuchi a toujours eu ce discours sur les 3 points fondamentaux qu'avait donné au sensei lui-même. C'est ne pas attendre, ne pas regarder, ne pas être ouvert. Et tout tourner autour de ça. Moi, ce qui me plaisait beaucoup aussi, à travers l'enseignement de Gérard, mais donc celui d'Ikisuchi Sensei, c'est c'est cette justesse de l'entraînement. C'est-à-dire que il y avait ce côté rigoureux et martial. Voilà, attaque correctement pour permettre à ton partenaire de faire une bonne technique. Mais si tu te trompes, tu es ouvert, tu es frappé. Donc ta technique, elle est fausse. Donc arrête-toi. On s'arrête, on recommence. Et ce qui est intéressant, moi ce que j'aimais bien, c'est justement cette rigueur de la pratique, basée sur le côté de base des arts martiaux. C'est-à-dire que tu prends n'importe quel art martial, la base c'est toujours de ne jamais être ouvert. Ne pas regarder, ne pas attendre, c'est d'autres choses, parce que bon, il y a les gardes, tu regardes, etc. Mais ne pas être ouvert, c'est un principe de base de tous les arts martiaux. Et c'était le point principal sur lequel on étudiait. Alors après, il y mettait ses mots. Si tu es ouvert, l'énergie circule pas, le ki circule pas, etc. Bon, c'est des mots qui sont posés là-dessus, mais la base, c'est globalement, tu es ouvert, tu prends un pain, quoi. C'est assez basique. C'est assez basique. Et moi, c'est ce qui me plaisait dans cette étude, c'est que y a ça. J'imagine qu'à un moment donné, tu vas me poser la question, qu'est-ce que c'est que pour toi l'aïkido? Oui, mais ça, tu auras droit. J'y aurai droit. Mais je te ferai cette réponse-là, qui pour moi symbolise bien l'aïkido, c'est que c'est une pratique qui, basée sur des choses extrêmement précises et extrêmement rationnelles, permet à un moment donné de toucher un peu l'irrationnel. D'accord. Belle formule. Et c'est quelque chose pour moi parce que l'expérience m'a montré qu'en ayant cette rigueur dans l'ouverture, dans le placement, dans le mouvement, de mettre la main comme ça et pas comme ça, de ne pas tourner la tête, bref, tous ces petits points de détail et autres, quand ces points sont en toi,
à un moment donné, tu vas faire cette pratique, et l'exécution correcte, j'allais dire parfaite, c'est un peu présomptueux, mais une exécution correcte de ces mouvements te permet à un moment donné de faire des choses qui soient pas très rationnelles, quoi. Donc, des points importants dans la pratique, je voudrais juste que tu évoques en quelques mots pour toi le bâton du fondateur de l'aïkido, Masakazu Bojutsu, quelle est son importance et ton avis sur la pratique de l'aïkido grâce à l'étude des katas de bâton. Alors, je dirais, moi en fait, sur le Masakatsu Bojutsu, je limiterais les choses par rapport au fameux premier kata. Parce qu'en fait, je trouve que ce kata contient quasiment tout, en termes de mouvement, de déplacement, et en fait, on s'aperçoit que les déplacements qu'on a dans ce kata sont les déplacements qu'on doit avoir quand on pratique. C'est-à-dire que l'entrée, ça va être l'entrée d'un Irimi Inage, la rotation, quand on va passer derrière, c'est la rotation que tu dois avoir. Enfin, et donc, on retrouve tous ces points essentiels qui sont les déplacements, l'unité du corps et la précision. Parce que, en fait, on comprend aussi, et on revient à ce que je te disais tout à l'heure sur le côté martial et précis des choses, c'est que là, c'est d'autant plus vrai quand on voit l'explication et la raison d'être des mouvements, pourquoi on met le bâton, mais il ne faut pas le mettre comme ça, il ne faut pas le mettre comme ça, mais parce qu'en face, il y a un sabre. Et que, donc, il faut effectivement être précis, sinon, on est coupé. Et donc, c'est important de voir ça. Et effectivement, l'enseignement de ce premier kata en particulier, pour moi, est fondamental parce que on retrouve à peu près tout ce que l'on doit faire dans les mouvements d'aïkido. Et donc, alors, les autres katas, bien évidemment, contribuent à tout ça. Mais ce que j'aime bien dans le premier kata, c'est que c'est quelque chose qui peut être un petit peu décomposé, qui peut être segmenté, j'allais dire, et de bien comprendre. Et je pense que quelqu'un qui, à la limite, ne connaîtrait que le premier kata, c'est pas très grave. Parce qu'il y aurait matière, avec ce seul kata, à avoir les directions d'études et de pratique de l'aïkido. Donc c'est effectivement un excellent complément. Donc, je voudrais aussi que tu puisses évoquer la période et les circonstances dans lesquelles tu as été amené à diriger des cours en Sibérie, avec le groupe qui avait été constitué là-bas, et parler un peu de cette expérience un peu à l'autre bout du monde qui a été certainement pour toi assez enrichissante. Alors, en fait, tout a démarré, de toute façon, c'est encore de la faute de Gérard, de toute façon. Mais, non, je dis ça en plaisantant parce que, en fait, c'est lui qui a créé une relation avec des gens de Russie qui étaient venus le voir à un stage à Palma. Donc, comme chacun sait, Gérard Blaise va faire des stages en Russie, et tout ça, ça démarre à Palma de Majorque. C'est tout à fait logique. Et donc, en fait, c'est des gens qui, deux personnes qui sont venues de Sibérie, qui ont été intéressés par le travail de Gérard, et qui ont donc demandé à Gérard de venir en Russie faire un stage. Je m'excuse de couper, c'est à peu près quelle période? Alors, ça, c'était de mémoire, je crois, en 1997. Et donc, Gérard a commencé à aller en Russie en 1997. Et les Russes voulaient lui demander de venir une deuxième fois, de faire venir 2 fois. Ce que Gérard ne pouvait pas faire, parce qu'avec son agenda, c'était un peu compliqué, etc. Et donc, à l'époque, il a demandé à un de nos camarades, que tu connais bien, qui s'appelle Xavier, ouais, d'aller là-bas.
Et il est allé faire des stages. Et en 2005, Xavier, qui est donc policier, devait être muté. Et alors, la discrétion, elle est importante parce que les mutations dans la police, en fait, chose que j'ignorais, ils savent qu'ils vont être mutés, mais pas quelle date. Par contre, le jour où ils le savent, ils ont 3 semaines pour aller là-bas. Et donc, quand il y allait, à l'époque, il avait rencontré sa femme, donc il en profitait pour prendre ses vacances, aller voir sa belle famille, etc. Donc, il partait longtemps. Et avec cette mutation qui pouvait arriver d'un jour à l'autre, Xavier était dans l'incapacité de pouvoir se libérer. Et à ce moment-là, Gérard m'a demandé si je voulais bien aller là-bas pour assurer ses stages. Et donc, j'ai dit oui, en sachant pas trop à quoi j'allais m'exposer, parce qu'en fait, bon, moi j'avais un peu d'expérience d'enseignement au Club Lafayette, où quand Gérard n'était pas là, on était 2-3, dont moi, à faire les cours. Mais diriger des stages, j'avais jamais vraiment fait, quoi. Mmh. Et donc, je suis parti en février-mars, à peu près, 2005, en Russie, et donc en Sibérie. Et donc à l'époque, on était venu me chercher à Saint-Pétersbourg. À Saint-Pétersbourg, on avait pris l'avion, puis après arrivé à Novosibirsk, on avait encore fait 250 km pour aller donc dans une île qui s'appelle Barnaoul. Et là, j'ai encore l'image, j'arrive dans un dojo. Alors les tatamis là-bas, c'est souvent des aires de pratique de sambo. Donc c'est pas du tatami comme on le connaît nous en France ou au Japon. C'est une espèce de toile qui glisse pas forcément toujours très très bien. Et le dojo était assez sombre. Il faisait froid. J'étais au milieu de nulle part. Et je me souviens vraiment toute ma vie, le premier cours, je fais le salut et tout. Et je salue la photo de Sensei. Et dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Et puis, à un moment donné, dans ce premier cours, il y a ça s'appelle Vania, un type adorable. C'est un type qui fait 2 mètres. Une montagne. Et il avait du mal à faire Iriminage. Et là, je le vois, je dis, mais il faut que j'aille lui montrer. Et là, j'ai fermé le casque et je ne me suis pas posé de questions. Et en fait, j'ai passé la technique, ça allait, et ça m'a complètement... voilà, après, voilà, ça m'a libéré, l'histoire est partie, et puis apparemment ça s'était pas trop mal passé, puisque depuis 2005, ils m'ont appelé tous les ans. Donc voilà, donc ça m'a amené, alors après par contre, à aller diriger des stages, donc à Novosibirsk, qui est dans 2-3 villes autour de Novosibirsk en Sibérie, donc à Barnaoul, à Gorno-Altaysk, à Tomsk, donc qui étaient des villes autour. J'ai fait aussi un ou 2 stages à Saint-Pétersbourg, à Moscou. Ouais, des expériences bien enrichissantes. Ah, oui, surtout que je me suis retrouvé aussi à comprendre parfois la position dans laquelle pouvait se trouver Gérard, parce que une fois je me suis retrouvé à Novosibirsk avec 140 personnes, et t'es tout seul au milieu, t'as 140 personnes devant toi, et tu te dis, ces gens-là, je les ai pendant 4 jours à raison de 2 cours par jour. Ça nécessite un engagement et autres, mais encore une fois, pour moi, une des plus lourdes responsabilités était aussi de me dire que j'y allais parce que mon professeur me faisait confiance, sinon il ne l'aurait pas fait, et que pour moi c'était aussi une responsabilité, et qu'il était hors de question que à un moment donné quelqu'un puisse venir lui dire, mais attends, tu nous dis de travailler dans cette direction, mais Christian il fait, ou
il dit autre chose. Je fais la différence parce que parfois on peut dire et pas bien faire. Mais au moins, on va dans la direction. Et moi, je me suis toujours attaché à ne répéter et à n'essayer de faire et à ne faire que ce que mon professeur nous montrait, la direction d'études dans laquelle nous étions. Parce que d'abord, j'avais fait le choix de faire cette étude. 2, que j'avais choisi que Gérard soit mon professeur et qu'à ce titre-là, même si parfois je ne comprenais pas, j'allais. Parce que c'était mon professeur et que lui était quelqu'un qui avait fait plus de chemin que moi. C'est tout. Pour moi l'enseignant, c'est pas quelqu'un... Enfin, l'enseignant, celui qui est au milieu, et je prends volontairement cette parabole, c'est celui qui est au milieu, c'est juste celui qui a parcouru plus de chemin que moi sur le chemin de l'aïkido, et qu'il est là pour partager. Et donc, s'il me dit, fais ça, parce que moi c'est avec ça que j'ai réussi, pourquoi j'essaierai de faire autrement? C'est très basique hein, comme principe, mais logique. Mais voilà, logique, surtout cohérent avec un choix. C'est-à-dire que si tu fais le choix de dire cette personne est mon professeur, je vais suivre son enseignement, ben, tu fais ce qu'il te dit. Sinon quel est l'intérêt? Et donc, par exemple, enfin, je prends toujours cet exemple-là, c'est-à-dire que je me souviens que pendant des années, les Russes me demandaient montre-nous le premier kata, montre-nous le premier kata. Je refusais toujours. Pourquoi? Parce que Gérard ne m'avait pas autorisé à l'enseigner. Et un jour, je me rappelle au Club Lafayette, après un cours, le soir, je lui dis, je lui en parle. Je lui dis, voilà, les Russes, je voudrais que je lui montre machin. Et donc, à sa façon, apprendre à d'attendre. Voilà, il m'a demandé de faire le kata, d'exécuter le kata devant lui. Bon, il a dit, ok. J'avais le tampon qui allait bien. Et à partir de ce moment-là, j'ai montré le premier kata en Russie, mais je n'ai montré que celui-là. Pas d'autre chose. Parce que mon professeur m'avait autorisé à montrer celui-là. Et pour moi, c'est normal. Et c'est pas une histoire de dire parce que je suis... je sais pas, ces choses-là sont arrivées, j'étais 4e ou 5e dan. Ça n'a rien à voir avec le grade. Voilà. 5e dan, mon prof, il est encore capable de me dire ce que tu fais, c'est de la cochonnerie. Parce que t'es pas ci, t'es pas ci, t'es pas ça. Bah oui, ok, bien sensei. C'est tout. Enfin, ça me paraît logique. Et donc, voilà. Donc, c'était pour moi aussi un truc important. Et je pense aussi que c'est ça qui a été apprécié. J'ai jamais dévié ou par omission, mais en tout cas, c'était pas une volonté de ma part de vouloir faire quelque chose de différent. Christian, abordons maintenant ton autre casquette, celle de président de la IATJ. Peux-tu revenir sur son histoire rapide et évoquer ton travail et surtout ton rôle dans l'obtention de nos salles lors des grands stages donc de la Pentecôte et l'Ascension, et un peu nous faire connaître cette phase un peu cachée que nous, en tant que pratiquants, on ne voit pas. Alors bon, c'est une phase que vous ne voyez pas, si, les professeurs, les représentants le voient bien un peu, parce qu'on en parle souvent aux assemblées générales de l'association, mais ce n'est pas forcément le cas de la majorité des pratiquants, ça c'est vrai. Ouais. Alors, l'histoire, en fait, c'est que au départ, Gérard avait créé l'AFA, l'Association française d'aïkido, groupe Gérard Blaise, et était affilié à la FFAB à l'époque. Et donc, c'est, de mémoire, je crois que c'est en 89, voilà, je suis devenu président de l'association. À ce titre, pendant un bon nombre d'années, avec Gérard, j'ai siégé au comité directeur de la FFAB. Donc, c'est ce qui m'a donné l'occasion de voir un peu, de toucher un peu du doigt ce milieu-là et de voir deux choses.
d'abord d'avoir un peu la chance de rencontrer Tamura Sensei, de discuter avec lui, voilà. Puis de voir tous les côtés politico et autres qui pouvaient se tramer dans ces fédérations. Et surtout les luttes de pouvoir, d'ego, de machin, enfin bon, des trucs insupportables, qui sont une des raisons d'ailleurs pour lesquelles nous sommes partis de la FFAB le jour où la FFAB n'a plus reconnu les grades Aikikai. En tout cas, ceux qui étaient donnés directement par la Aikikai. Bon, ce qui, pour l'anecdote, m'avait valu d'ailleurs un jour, dans un comité directeur, de venir avec mon passeport à Aikikai, sur lequel il y avait marqué que, je crois que j'étais 3e ou 4e dan, je ne sais plus à l'époque, sur lequel il y avait marqué Ikisuchi Sensei. Et j'avais présenté ce passeport aux gens de la FFAB en leur disant, vous êtes en train de me dire que ceci est un faux, puisque vous ne reconnaissez pas ce qui est marqué dessus. Donc, bon, ça c'est pour l'anecdote. Donc, bref, tout ça pour dire que après l'association est devenue l'AFATJ, au moment où Gérard a commencé à avoir des groupes un peu plus développés, et quand on a voulu symboliser un petit peu le fait que maintenant il y avait des groupes en Finlande, en Espagne, en Suisse, en Allemagne, en Italie, avec notre ami Philippe Martin, en Russie, au Chili, etc. On a transformé ça en AI, Association internationale d'aïkido traditionnel du Japon. Et donc, voilà, ça c'est un peu pour l'histoire de l'association. Et moi, en tant que président, mon rôle, c'est assez simple, c'est de veiller au bon fonctionnement de l'association, avec quand même une partie un petit peu plus de responsabilité, dans la mesure où le jour où Gérard est devenu salarié de l'association, il y a eu des aspects contractuels, sociaux, juridiques, voilà, c'est faire des feuilles de paye, veiller au respect, mettre en place une mutuelle, mettre en place des choses comme ça, qui font que, oui, voilà, je m'occupe un peu de notre sensei, et toujours avec cet objectif, encore une fois, de le débarrasser un petit peu de ce genre de contraintes. Ce qui lui va très bien d'ailleurs, j'ai l'impression. Mais et donc voilà, bon, pour moi c'est ça, mais bon, pour moi c'est quelque chose de tout à fait logique, normal, qui n'est pas clair, mais bon, qui représente un peu de travail effectivement, mais plus une responsabilité qu'autre chose. Donc voilà. Et puis sur le point en particulier des salles, c'est vrai qu'avec le temps, j'ai pu nouer quelques contacts. Alors, je fais attention, je vais être extrêmement précis dans les mots, parce que quand je dis j'ai pu nouer quelques contacts avec la direction de la jeunesse et des sports de la ville de Paris, c'est pas des contacts qui me permettent d'avoir des passe-droits. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est des bons contacts qui nous permettent d'être écoutés. Lorsqu'il y a une demande, je ne bypasse aucun parcours, aucune hiérarchie, rien du tout. Simplement, je veille pour moi à ce que quand nous sommes dans les locaux de la mairie de Paris, les choses se passent bien, être respectueux avec les gens. Pour moi, c'est juste être normal, hein. Mais j'ai cru comprendre que c'était pas forcément toujours le cas. Et je dois dire aussi, et les gens qui éventuellement nous écouteront, en sont en partie responsables aussi de ça. Hein. C'est-à-dire que c'est parce qu'ils se comportent aussi correctement que les stages se déroulent bien, que pour l'anecdote, pour ceux qui s'en souviennent, lorsqu'on faisait nos stages au gymnase Didot, on l'a fait de très nombreuses années, porte d'Orléans, à Didot également, c'était les gens du gymnase qui réclamaient la présence de l'aïkido. C'est-à-dire que j'avais presque plus besoin de demander la salle, entre guillemets. Mais c'est pareil, après c'était aussi un comportement, c'est-à-dire que le patron de la salle était là depuis plusieurs années, j'aurais pu me contenter de lui dire bon, on a la salle, c'est bon, ok, comme d'hab. C'était ce qui se passait. Par contre, je prenais toujours le temps d'aller le voir,
de lui demander un rendez-vous, d'aller voir. Alors après, la réunion, c'était, bon, pour le stage, c'est comme d'habitude, oui, ok. Et on parlait d'autre chose. Mais on créait du lien, de la relation. Et je pense que si on a pu parfois avoir des salles, voilà, un peu comme l'année dernière, par exemple, on les a eu un peu au dernier moment, ce qui n'est pas sans poser des problèmes d'ailleurs, hein, parce que ça pose des difficultés aussi pour les gens qui viennent de l'étranger ou de province pour réserver des hôtels, des machins, etc., etc. Je fais le mieux. Le problème, c'est que, voilà, pour vous dire, d'ailleurs, pour dire qu'on n'a pas de relation très privilégiée, l'année dernière, à un mois du stage, j'avais pas de salle. Des années, à Noël, j'ai déjà les salles. Pourquoi? Bon, voilà. Mais j'essaye tout simplement voilà, d'entretenir cela, et ça nous a permis effectivement de garder une bonne relation et d'avoir une bonne presse, j'allais dire, auprès de la DJS. Et si c'est l'association qui téléphone, voilà. Donc, mais c'est un vrai, par contre pour moi c'est une vraie source de stress, hein. Ça c'est clair. Je peux te l'assurer parce que quand l'année dernière, par exemple, à un mois du stage, j'avais toujours pas de salle. J'étais pas à l'aise, quoi, hein, quand même. Hein. Je voudrais en profiter juste pour que tu puisses simplement évoquer le fait que c'est important pour les gens du groupe de entre guillemets, se préinscrire, ou au moins dire on sera temps à venir, parce que je sais que quelquefois vous savez pas trop au niveau parce que c'est pas gratuit naturellement tout ça, sur quelle base financière vous allez pouvoir vous appuyer. Alors là c'est très très clair. Il y a eu une période Ikisuchi Sensei qui a débordé un tout petit peu après, quand il n'est plus venu et que Gérard a commencé à faire les stages, où là, la règle était très simple et elle se vérifiait tous les ans. On avait des stages avec entre 200 à 250 personnes. Bon. Chaque fois, on avait un nombre d'inscrits. On multipliait par 3 le nombre de préinscrits, on avait le nombre de personnes sur le tatami à 5 unités près. Et vraiment, on a constaté ça, et c'était quelque chose d'incroyable, parce que c'était un truc tous les ans. Bon. Alors ça ne nous empêchait pas d'être extrêmement stressés le premier jour, même si on avait en tête que les années d'avant, mais comme on le dit dans le monde des assurances, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. On avait une angoisse parce que là, par contre, quand Ikisuchi venait, les enjeux financiers étaient tout autres. Hein, parce que un billet d'avion, un appartement pendant 4 semaines, ou 3 ou 4 semaines, la nourriture, les frais, enfin, on avait un budget conséquent. Donc, les rentrées d'argent là étaient fondamentales. Sinon, et aujourd'hui, c'est pas compliqué. On est environ 120 personnes, 130 personnes pendant les grands stages. J'ai 6 préinscriptions, 7, 10 les très bonnes années. Donc, aucune visibilité. Parallèlement à ça, la mairie de Paris a multiplié par 10 le coût des salles. Alors, c'était extrêmement peu onéreux, même complètement anachronique. Et du jour au lendemain, il y en a peut-être un, je ne sais pas, qui s'est aperçu que c'est... et pan. Et ça a d'ailleurs posé des difficultés à pas mal d'associations qui se sont retrouvées en difficulté financière. Et donc c'est vrai que si je peux profiter de cette tribune pour demander aux gens, si vous avez l'intention de venir, s'il vous plaît, envoyez-nous une préinscription. Voilà, des gens, on a toujours essayé de faciliter les gens qui nous avaient envoyé un chèque et qui n'ont pas pu venir, le chèque, on le déchire, enfin voilà, on
on n'est pas obtus là-dessus, on essaye surtout d'arranger les gens, mais il faut effectivement nous aider. Ce serait bien de nous offrir un petit peu plus de visibilité, ça c'est sûr. Ok, donc on va aborder donc, notre dernière question pour cette interview. Et je l'ai posée à différentes personnes. C'est toujours une réponse un peu délicate, comme dit notre sensei. Il nous dit « Ah, une question délicate pour la réponse. » Donc, pour toi, qu'est-ce que l'aïkido? Alors, comme je me doutais bien que tu allais me poser la question, je t'en ai parlé tout à l'heure, je te dirais, je t'ai déjà donné la réponse. Si je devais résumer, effectivement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire quelque chose qui, sur la base de direction de travail, d'études extrêmement précises, extrêmement rationnelles, permet avec le temps de toucher un peu l'irrationnel. Et je crois que pour moi, ça représente un petit peu ça. C'est-à-dire que être capable d'appeler quelqu'un, de l'aspirer, de pouvoir faire une technique sans toucher la personne et que cette personne ne puisse pas agir, va tomber, ne puisse pas se relever quand tu te mets à côté et autres, sont des choses un peu irrationnelles. C'est pas cohérent, c'est pas quelque chose dont on a l'habitude. Et ceci est possible parce qu'avant, il y a tout un travail qui, lui, à la base, est ancré dans des choses extrêmement précises, extrêmement rationnelles, sur le déplacement, la façon de bouger son corps, etc. Et donc, je pense que, pour moi, c'est vraiment une bonne définition. Après, ce que j'apprécie, et pour moi, ce qu'est l'aïkido, c'est... et c'est ce qui me dérange d'ailleurs dans beaucoup dans ce qu'on peut lire ou regarder ou entendre, c'est ce côté martial et juste et précis qui se perd un tout petit peu, mais aussi qui est la difficulté de l'enseignement de l'aïkido, enfin de la pratique de l'aïkido, c'est-à-dire que, comme je dis souvent, il n'y a pas de sanction en l'aïkido. C'est-à-dire que on fait du karaté, on fait du autre, il y a un combat. Et là, on ne peut pas tricher. C'est-à-dire que tu fais une erreur, tu es ouvert, bon, il y a un coup. Alors, suivant la forme de karaté, ça peut être un KO si c'est du Kokushinkai ou c'est un point marqué si c'est du karaté-do, par exemple. Mais il y a une sanction. Et il n'y a pas ça en aïkido. Et c'est la difficulté. Parce que ça veut dire que derrière, il faut une extrême rigueur morale, une extrême rigueur intellectuelle pour pouvoir s'engager à fond dans ce travail et accepter l'erreur. Parce que quand tu prends un coup, l'erreur, tu n'as pas à l'accepter, tu l'as pris. Là, cette difficulté, c'est qu'il faut l'accepter. Alors c'est ça qui est intéressant aussi. C'est le cheminement intellectuel qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on parlait de Russie tout à l'heure, et je disais souvent à nos amis russes qu'il y a deux choses qu'ils doivent laisser dans le vestiaire, ce sont leurs affaires civiles et leur ego. Parce que sur le tatami, on est là et on ne peut pas progresser. C'est aussi ce que j'aime dans l'aïkido, on ne peut pas progresser seul. On a besoin de l'autre. Alors c'est tout le paradoxe aussi, parce que c'est très paradoxal aussi l'aïkido par rapport à ça. Le premier paradoxe, c'est cette étude de choses très rationnelles qui te permet à un moment donné de toucher l'irrationnel. C'est le paradoxe de dire que c'est un sport individuel, une activité individuelle où tu vas progresser seul. C'est toi qui vas progresser. Mais tu ne peux progresser que grâce à l'autre. Et pourquoi grâce à l'autre? Parce qu'il doit t'attaquer correctement, parce qu'il doit te montrer si tu es ouvert, et que donc toi, tu dois accepter tout ça, que tu dois t'arrêter, reprendre, remettre, et 100 fois sur le... bon. Et donc, c'est ça qui est intéressant dans cette pratique, et c'est aussi pour moi les caractéristiques de l'aïkido, c'est le paradoxe. Parce que justement, on a plein de choses là qui t'obligent à avoir non seulement cette rigueur dans l'enseignement, dans la pratique, mais aussi une rigueur intellectuelle et morale pour justement pouvoir aller dans cette direction d'études, accepter l'échec, de ne pas considérer que c'est mal, et de savoir que c'est grâce à l'autre que tu pourras progresser, toi.
Et c'est des valeurs, pour moi, intéressantes. Et après, tout ce qui tourne autour, je ne suis pas le même homme parce que je pratique l'aïkido. Pour moi, on m'a déjà posé 20 fois la question. Je suis totalement incapable d'y répondre parce que je ne sais pas dans l'état dans lequel j'aurais été si je n'avais pas pratiqué. Ouais. Donc je ne peux pas dire que... Voilà. Je peux dire peut-être ça m'apporte un certain calme, un machin. Mais me dire que ça a transformé, que je suis plus ceci, plus cela, pour moi c'est du vent. Mais parce qu'on n'a pas d'élément de comparaison. Voilà. Je suis comme ça parce que. Ben oui, parce que quoi voilà. Donc voilà, si tu veux, encore une fois, pour moi l'aïkido, c'est cette phrase. Une pratique très rationnelle qui te permet, avec beaucoup de travail, beaucoup d'exactitude et le suivi de l'enseignement de ton professeur, de toucher l'irrationnel. Ok. Bah, c'est une très belle définition. Merci, Christian. Et avec plaisir.